Bienvenue dans le débrief. Cette semaine a été riche en événements marquant la relation entre l'Espagne et le Maroc. Le chef des séparatistes du Polisario, Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Boutouche, a quitté son hôpital et l'Espagne après avoir été entendu à distance par un juge de l'audience nationale, lequel a décidé de le laisser libre de ses mouvements, malgré la gravité des charges qui pèsent contre lui et dont il n'a pas été formellement acquitté. La veille, le ministère marocain des Affaires étrangères avait publié une déclaration détaillée revenant sur les griefs que nourrit le Maroc à l'encontre de son voisin du Nord qui persiste contre vents et marées, a placé son marqueur sur la crise migratoire, alors que les causes de cette crise sont bien plus larges que cela. Et pourtant, le Maroc a respecté l'ensemble de ses engagements, acceptant de recevoir une très large partie des migrants, ayant réussi à entrer dans ce temps. Et mardi dernier, le roi Mohamed VI a donné, ou plutôt réitéré, ses instructions au ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour que la question des mineurs marocains non accompagnés se trouvant en situation irrégulière dans certains pays européens soit définitivement réglée, mettant un terme définitif à cette question dont la responsabilité revient grandement aux lenteurs procédurales dans certains pays européens, précise le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, et comme le précise la diplomatie marocaine, la crise avec l'Espagne est, au-delà du cas Ghali, à placer au chapitre de la confiance, de la cohérence et de la solidarité que le Maroc est en droit d'attendre d'un pays voisin et partenaire économique auquel le dit une histoire millénaire. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux éminents spécialistes de la géopolitique de la région qui apporteront leur éclairage. C'est Sharqaoui Roudani, vous êtes professeur de sciences politiques et de géopolitique à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'être avec nous. Merci. C'est Zakaria Boudaha, vous êtes professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat aussi. Merci aussi d'être avec nous. Des crises entre le Maroc et l'Espagne, il y en a eu par le passé, mais pour autant, la tension actuelle semble être plus profonde, plus grave et peut-être plus durable que les précédentes, avec des échanges verbaux acerbes, des écrits de la part de la diplomatie marocaine et une Europe qui semble ne pas savoir quelle attitude adopter ni quelle position prendre. Alors, messieurs, on commence par une question groupée pour planter le décor. Donc, avant d'entrer dans les détails et d'expliquer ce qui est en train de se passer, quelle est votre lecture, Sharqaoui Roudani? On commence par vous, de cette crise qui secoue donc les relations entre Madrid et Rabat. Est-ce que c'est Brahim Ghali, la diplomatie marocaine a bien dit que non? Est-ce que ce sont les migrations, l'économie ou la géopolitique? Mais écoutez, parce que vous avez parlé de la géopolitique, il faut mettre l'accent sur cet aspect. Aujourd'hui, la géopolitique, ce n'est pas une science, c'est une discipline. C'est une approche de faire avouer aux événements les raisons profondes de leur action. Aujourd'hui, la géopolitique, c'est le fait de remonter dans le passé la structuration mentale collective d'un État, d'un pays, des gouverneurs, des décideurs, avec la manière avec laquelle ils gèrent la perception et les objectivités et la dynamique de la géopolitique. Aujourd'hui, on sait bien que l'Espagne, c'est un pays qui a toujours avait des ambitions géopolitiques dans la Méditerranée. Son fondement, depuis la guerre d'Alysia entre Jules César et Servingétorix, l'Espagne, il a cherché de mettre en place ce qu'on appelle le spectre des mers. Le spectre des mers, en essayant de se baser sur la mise en place d'un itinéraire avec une focalisation stratégique maritime allant de Gibraltar, allant de Séville jusqu'à l'Amérique latine, en passant par le Royaume du Maroc. Ça, si vous voulez parler de, par exemple, ça c'est la doctrine de Spikeman, le géopoliticien américain très connu à l'échelle internationale. Et cette vision stratégique, ce qu'on appelle la carreras des Indias. Et la carreras des Indias, donc pour essayer un petit peu de comprendre la logique militaire, la logique de la perception stratégique de l'Espagne, il faut revenir à Leopoldo Odeno. C'est un grand général qui a basé les fondements de la stratégie espagnole dans un monde qui dépasse aujourd'hui l'Espagne. Sachant bien aujourd'hui que l'élite espagnole, et d'après les observateurs espagnols, ils s'enlisent dans une inconstance, dans l'inculture et aussi dans la pusillanimité d'action allant vers le sens de créer un sens à l'État. Et ça vient du problème qu'il y a deux belles orientations stratégiques, une stratégie continentale allant vers l'Afrique du Nord, une stratégie Eurasia-Europe vers l'Europe. Et d'ailleurs, on peut comprendre pourquoi le chef de gouvernement Sanchez a essayé de promouvoir la candidature de Nadia Calviño, deuxième présidente actuelle, au poste du présidente de l'Eurogroupe. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est très bien, avec la dynamique géopolitique qu'a connue la région et la sous-région, il y a un repositionnement de force
du royaume du Maroc dans plusieurs équations géostratégiques. Pourquoi je parle de la géostratégie? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui nous sommes dans une guerre froide, sans rivalité, sans confrontation militaire. Mais nous sommes dans une rivalité géopolitique. Et quand il y a une rivalité, c'est-à-dire la géopolitique, il devient synonyme de géostratégie. De fait, la présence américaine, et surtout avec la décision historique des États-Unis d'Amérique par la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud et l'ouverture de plusieurs conseils généraux dans les provinces du Sud par plusieurs pays africains, de Caraïbes, des États-Unis et d'autres. Donc il y avait une démarche, une certaine conception de notions stratégiques modifiant la perception stratégique de l'Espagne dans un concept Méditerranée-Atlantique, notamment le nord et le sud de la Méditerranée vers l'Atlantique, vers un nouveau concept géopolitique aujourd'hui qui donne et qui laisse le Maroc pourrait jouer un rôle très déterminant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique de l'Atlantique du Sud, allant de Tanger jusqu'à l'Amérique, jusqu'à le Brésil. Donc aujourd'hui, dans cette confrontation, dans cette configuration géopolitique qui est en train de se mettre en place, l'Espagne a agi, il a provoqué, il faut le dire aussi, il a provoqué cette crise, parce que cette crise, elle est de nature géopolitique, c'est-à-dire une modification d'une reconfiguration qui ne va pas dans l'intérêt de ces stratégies de général Leopoldo Oldon, aussi de la manière de ce qu'on appelle la carrera d'Indias, c'est-à-dire l'itinéraire des galions espagnols entre Séville jusqu'à l'Amérique latine en passant par le Royaume du Maroc. Donc cet itinéraire de logistique installé dans la perception stratégique de l'Espagne, il est en train de perdre le poids, il est en train de perdre son rôle et sa stratégie. Et le Maroc, il est en train de remonter en puissance, on dit économiquement, militairement et aussi diplomatiquement, qui fait défaut, cet aspect de la diplomatie, il fait défaut aujourd'hui aux Espagnols parce que c'est un pays qui est en retrait vis-à-vis de la diplomatie mondiale. Il n'est pas engagé. On peut dire finalement une sorte de fébrilité, à vous entendre, Chraoui Loudani, à comprendre ce que vous dites, une certaine fébrilité de la lecture espagnole des mutations géopolitiques qui sont en train de se produire dans cette région du monde, et que donc peut-être qu'elle a été un peu trop rapidement là-dessus, qu'elle a mal calculé son coût. On va en parler. Si Zakaria Aboudahab, votre lecture de ce conflit, donc même question, est-ce que c'est Brahim Ghali, l'immigration, l'économie et la géopolitique? Merci. Dans la suite de ce que vient c'est ce que j'attendais, de formuler Chraoui, effectivement, donc la géopolitique, c'est un peu deux choses essentielles. Pour résumer, ce sont des rapports de force et ce sont des représentations, des perceptions croisées de part et d'autre. Mais il y a, si vous voulez, un peu le soubassement, la trame de fond qui alimente parfois une conflictualité. Ce que nous remarquons par rapport au Maroc à l'Espagne, c'est que structurellement, cette relation est antagoniste, si vous voulez, parce qu'il y a d'abord un legs très lourd de l'histoire qui ne date pas de 1884, au moment où l'Espagne avait occupé le Sahara à l'époque, qui géographiquement, on l'appelait le Sahara occidental, et qui faisait évidemment partie intégrante du Maroc. Mais il faut aller très très loin, au moins 1492 avec la chute de Grenade, et l'expulsion des Mauresques, vous savez, qui se sont installés pour beaucoup au nord du Maroc, à Fès, etc., et qui, le problème demeure toujours, parce qu'il y a une question de compensation et d'indemnisation. À cela s'ajoute cette question de croisade, même si elle est plus ou moins camouflée ou cachée, mais en réalité, à un moment donné, on est, hélas, obligé ou poussé à puiser un peu dans la réflexion de Samuel Huntington, quand il a parlé de clash de civilisation, car quand même il y a des relents un peu néocolonialistes, c'est l'Espagne du Nord, c'est l'Espagne conservatrice, catholique, qui regarde de loin un pays musulman, peut-être source d'instabilité, etc. Évidemment, il y a des facteurs aggravants. On le sait, nous sommes dans une situation, à mon sens, qui est atypique au monde, parce que vous avez deux villes marocaines qui sont occupées, des îles avoisinantes. Vous avez des problématiques liées à ce statut, encore une fois, qui est indéfini, de par les îles Canaries, géographiquement. Excusez-moi, vous revenez à l'histoire, Zakaria Aboudahab, mais cette présence qui est un peu intemporelle ou atemporelle de Ceuta et de Melilla sur le territoire marocain qui appartiennent encore aux Espagnols, ça nous oblige quelque part à revenir à l'histoire. Donc c'est une source absolument d'aggravation et d'accentuation. Structurellement parlant, ce sont des relations qui évoluent en dents de scie. Et vous savez, on peut parler de l'utilisation d'armes qui sont prohibées les années 20 par l'Espagne contre la résistance riffaine. On peut parler de l'opération Écouvillon en 1958, l'Espagne, mais qui a été soutenue, il faut le dire, par la France, pour mater
l'armée de libération nationale, qui est partie d'ailleurs libérer le Sahara marocain, si ce n'était malheureusement la conséquence de la ruse de l'histoire, comme disait Hegel. Alors, plus tard, il faut dire que toujours dans cette trajectoire, cette dynamique de fond, les années 70, on connaît un moment de tension assez important, puisque le général Franco, à l'époque, voulait organiser à l'insu du Maroc un référendum pour tout simplement créer un État infiodé qui dépend de l'Espagne pour des raisons géoéconomiques aussi, la question du phosphate, la question de la pêche et la question géopolitique, la proximité aux îles Canaries. Et puis pour marquer sa présence par rapport à cela, parce que quand on dit la géopolitique, c'est toujours affaiblir l'autre. Je suis dans une position plus ou moins dominante, je veux la conserver par des stratégies qui vont se déployer. Mais pour résumer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, au détriment de l'autre. Je crois qu'il y a deux choses essentielles. Il y a ce qu'on appelle l'agence, la structure, et vous avez l'acteur et le système. Et on peut revenir à ça pour tout simplement désigner ou expliquer l'attitude et le comportement espagnol qui, à mon sens, renseigne sur un changement d'échelle, un changement générationnel, parce que la donne politique espagnole aujourd'hui n'est pas celle des années 70 ou des années 80. De nouvelles élites qui sont arrivées au pouvoir, une certaine rivalité entre le parti populaire, le parti socialiste ou ouvrier, mais aussi l'apparition de Fox, l'apparition de Vox, pardon, c'est pas Fox, c'est Vox, la voix, c'est-à-dire la voix, Podemos. Donc la donne politique espagnole aujourd'hui, avec toute la crise post-Brexit ou Brexit, post-Covid-19, nous sommes en train de sortir de cette crise, avait frappé très fort, et je crois que tout simplement, vous l'avez si bien dit, Sebousta, c'est en fait l'arbre qui cache la forêt. De façon profonde, je crois que malheureusement, ces racines de la conflictualité vont toujours durer si l'Espagne et le Maroc n'engagent pas réellement ce qu'on appelle un dialogue stratégique pour voir l'avenir très loin et dire finalement que dans une logique d'interdépendance, nous avons gagné à coopérer ensemble sur pas mal de dossiers et de chantiers, le terrorisme, immigration irrégulière, etc., etc. Donc finalement, vous avez tous les deux répondu à la question par la géopolitique et quelque chose que j'ai pas... je ne vous ai pas posé la question, mais c'est l'histoire. Finalement, on revient à cette question de l'histoire et le ministre des Affaires étrangères français, qui a été interrogé à son Parlement sur cette question, a dit la relation entre l'Espagne et le Maroc est une relation ancienne et compliquée. Donc là, on voit ce que c'est. Je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de fébrilité. Alors, on va revenir à cette déclaration du ministère des Affaires étrangères marocain, donc en début de semaine. Longue déclaration où le ministère des Affaires étrangères revient un peu sur l'ensemble des choses qui se sont passées sur ce dernier mois. Alors, dans cette déclaration qui se divise en deux parties, il y a le cas Rally en lui-même et le fait que le cas Rally n'est pas le fond du problème. Alors, Sharqawi Loudani, dans sa première partie, le ministère des Affaires étrangères explique que l'Espagne, qui a nié sa responsabilité dans l'accueil réservé au chef des séparatistes, doit bien quelque part reconnaître son implication dans cette tentative de soustraction de l'individu à la justice. Vous pensez quoi de cette responsabilité espagnole maintenant que ce monsieur est parti, qu'il s'est fait soigner, qu'il a supposé avoir été entendu par la justice et qu'il soit reparti? Où est la responsabilité? Comment on peut la situer juridiquement, politiquement, diplomatiquement? Écoutez, la première chose, bien entendu. Comme il a dit notre ami Zakaria Bouddahab, c'est l'arbre qui cache la forêt. La question de dénommer le Rallye, c'est une question qui est un petit peu très compliquée. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous avons assez de temps pour essayer un petit peu d'analyser la manière avec laquelle cette affaire a été montée. Donc je pense sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, mais il faut voir les tenants et les aboutissants de cette crise. Aujourd'hui, nous sommes, après l'exfiltration de dénommer Brahim El-Ghali par avion française vers l'Algérie, l'accueil de dénommer El-Ghali par le président algérien, avec tout un discours hostile au Royaume du Maroc, aux institutions du Royaume du Maroc. Moi, je pense qu'il y a vraiment ici, il faut vraiment qu'on revienne un petit peu sur les choses et décortiquer le discours et décortiquer aussi l'action. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, M. Zakaria, la géopolitique, il y a une représentation, il y a des ambitions, il y a des menaces, il y a des alliés. Donc, dans cet espace-là, il faut décortiquer les ambitions de chacun. Comme je viens de vous dire, la géopolitique, c'est de faire avouer aux événements les justifications profondes de l'action. Aujourd'hui, si on veut chercher les aboutissants, aujourd'hui, sur la question mondiale maintenant, aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a un double poids, double mesure, double langage. L'action espagnole, c'est une action qui montre qu'il y a vraiment une certaine cécité de regarder les enjeux d'une action, mais
lorsque, par exemple, je cite comme un exemple, dans les années 90, il y avait la question d'Augusto Pinochet qui était hospitalisé à Londres, l'ancien président de Chili, et Baltasar Baltazan, c'est l'ancien procureur espagnol, en invoquant la compétence universelle, il a demandé l'extradition de ce monsieur pour le juger en Espagne. C'était aussi le cas dans les années 80 avec des rebelles argentins. Aujourd'hui, l'Espagne, devant une situation pareille, dans un premier temps, il nie la présence et après il dit oui, elle est là, et aussi avec une identité fausse. Donc je pense que ça montre qu'il y a certains acteurs dans la question avec des ambitions différentes et avec des logiques différentes et avec des ambitions différentes. Des acteurs intrinsèques au sein de l'Espagne, mais aussi il y a des acteurs extrinsèques de l'Espagne. Et je sais très bien aujourd'hui que l'Espagne sont en train d'étudier voilà cette crise et ce problème dont ils se sont enlisés aujourd'hui. Parce que quand on voit par exemple Luis Manuel Margaral, l'ancien patron des services de renseignement, il parle de cette situation, il parle d'une situation qui est difficile et remet en cause la décision du gouvernement Sanchez et même le ministre des Affaires étrangères espagnol. Ça montre vraiment qu'il y a une déliquescence, une dislocation au sein de l'élite espagnole, au sein de l'establishment espagnol. Quand je parle de l'establishment, les services de renseignement espagnols jouent un rôle primordial et très très important. D'ailleurs, pourtant, c'est le service espagnol qui avait parlé, je crois que c'est Margallo qui avait parlé de la notion de matelas d'intérêt pour dépasser les problèmes. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je dis qu'il y a une dislocation. Il y a une déliquescence au sein même les acteurs intrinsèques de la problématique de dénommer Brahim el-Ghali. Parce qu'on parle aujourd'hui en Espagne, on parle de relegate. C'est comme aux États-Unis. Aussi, je pense aujourd'hui, devant cette situation, n'oublions pas c'est qu'il y a des citoyens espagnols avec une nationalité espagnole qui ont demandé justice. Ce ne sont pas des Marocains, ce sont des Espagnols. Donc je pense que ça nous donne une idée aujourd'hui sur la manière avec laquelle il y a la gestion de l'État en Espagne. Aujourd'hui, depuis... Alors, on va y revenir justement dans la deuxième partie de la déclaration du ministère des Affaires étrangères. Pour autant, ce n'est pas le fond du problème, l'affaire Rally. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais juste entendre l'explication de Zakaria Boutaheb sur cette affaire. Bien, Brahim Rally a été entendu par un juge qui lui a demandé un numéro de téléphone et une localisation, mais qui n'a pas classé l'affaire. Ce qui veut dire que cette affaire qui se fonde sur des chefs d'accusation extrêmement graves, de crimes qui sont imprescriptibles, n'a pas été innocentée. Donc l'affaire est toujours en cours d'investigation, selon l'avocate donc des parties plaignantes. Dans quelle mesure on peut dire que l'Espagne officielle, le gouvernement espagnol, a une responsabilité dans une sorte d'exfiltration et de soustraction à la justice ? Ok, merci. Je vois que l'Espagne quand même se contredit avec son propre système judiciaire, puisque Serodani tout à l'heure a parlé de la compétence universelle, c'est-à-dire la faculté qui est reconnue à un État de juger même des non-nationaux qui, évidemment, ont commis des crimes qui tombent sous le coup de cette loi, par exemple terrorisme, piraterie maritime, parce que c'est même cité dans la loi espagnole en la matière, qui a été adoptée en 1985. Pourquoi en 1985 ? Parce que c'est une année avant l'adhésion de l'Espagne à la CE à l'époque, la Communauté économique européenne. Et plus tard, il y a des cas comme des responsables ou des militaires guatémaltèques, comme des responsables argentins, il y a même des généraux, je crois, qui ont fait l'objet de mandats de ce genre. Et évidemment, cette affaire de M. Pinochet, à l'époque, en 1998, puisqu'il y a eu des chefs d'inculpation qui ont été adressés contre lui, décédé en 2006 plus tard, mais la procédure a été déclenchée, si ce n'était son état de maladie qui a été avancé comme argument pour justement éteindre cette procédure. Alors, maintenant, revenons au cas Rally. Je ne sais pas si réellement son état de santé, très grave, il me semble, qui a été considéré comme une sorte d'alibi ou d'excuse pour, dans un premier temps, le relaxer, en attendant peut-être par la suite d'engager une nouvelle procédure. Mais il ne faut pas oublier une chose importante, puisque un avion présidentiel algérien a été affrété pour rapatrier, M. Rally Benbatoche, comme vous avez dit, alias. Ça a été refusé. Excusez-moi, l'avion est algérien qui l'a rapatrié ou dans un premier temps, c'était un avion présidentiel. Algérien qui a été ne voulait pas prendre position officielle, comme s'il s'agissait d'une sorte d'implication directe. Vous voyez déjà donc l'action du Maroc
a provoqué des conséquences dans ce sens-là. Et c'est un avion médical, je pense qu'il a été loué, je ne sais pas le prix en tout cas, ce qui est rapporté par les masses médias. Mais j'ai dit une chose, l'Espagne se contredit avec ses propres principes, puisque la compétence universelle a été abolie à un moment donné, je crois, à la suite des affaires de Baltasar, etc. On s'était dit à l'époque, parce qu'il y a des pays comme la Chine, qui avaient accusé l'Espagne d'ingérence dans les affaires intérieures, il y a Israël aussi. Je me souviens, en 2003, la Belgique avait supprimé la loi de compétence universelle parce que des responsables américains allaient venir à l'OTAN et ils ont donc menacé de transférer tout le siège de l'OTAN. C'est compliqué, oui. Alors, pour vous dire une chose, moi je crois que l'Espagne ne donne pas une bonne image de son système judiciaire, qui quand même à un certain moment avait véhiculé des principes de justice universelle, etc. Et tout simplement, elle est un peu en porte-à-faux par rapport même à la Charte européenne des droits de l'homme, qui fonde quand même cette Union européenne, le Conseil de l'Europe. Vous voyez, donc c'est une approche, à mon sens, qui est négative de ce point de vue. Parce que d'après ce qu'on a vu, encore une fois, dans les médias espagnols, depuis qu'il est parti. Alors, déjà, il y a une remarque, c'est qu'il n'a pas répondu à la convocation du juge, c'était par visioconférence, donc il ne peut pas se déplacer chez un juge. En Espagne, oui, mais il peut se déplacer et changer de pays et de continent. C'est ça. On l'a vu dans certaines images qui ont été diffusées, il aurait très bien pu y aller. Première chose. Deuxième chose, on parle du Rallygate en Espagne. C'est-à-dire que là, il y a une véritable responsabilité de l'exécutif espagnol sur le fait, donc la séparation de pouvoir, finalement, il marche dessus, quoi. On peut dire les choses comme ça. Donc là, on est parti. C'est ce qui nous ramène à notre deuxième partie, dans ce que dit le ministère des Affaires étrangères. Pour autant, ce n'est pas le fond du problème. Alors, le fond du problème, le texte est long, mais il se résume en 3 mots qu'on va décortiquer en deuxième partie parce qu'on va arriver à la pause dans pas longtemps. Donc c'est la confiance, la cohérence et la solidarité. Je vais vous demander en seconde partie de m'expliquer et d'expliquer aux téléspectateurs l'essence profonde de ces 3 mots. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Nous nous retrouvons pour la seconde partie du débrief. Le sujet est encore une fois cette crise qui secoue les relations entre Madrid et Rabat. Officiellement pour les Espagnols, pour la migration, pour les Marocains, c'est pour Brahim Ghali et bien au-delà. Avec nos invités, Chalkaoui Roudani, professeur de sciences politiques et de géopolitique à l'Université Mohamed V de Rabat et Zakaria Boudahab, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université Mohamed V. Vous nous avez expliqué que finalement, ce sont des choses qui remontent très loin dans l'histoire et que pour lire ce conflit, il faut d'abord lire la géopolitique et après la géostratégie de la région. Donc nous étions à commenter, à expliquer, à analyser la déclaration du ministère des Affaires étrangères. Dans sa première partie sur Brahim Ghali, nous en avons parlé. Il y a la deuxième partie où le ministère des Affaires étrangères explique que ce n'est pas le fond du problème. Et le fond du problème se résume à 3 mots: confiance, cohérence, solidarité. Alors, Chalkaoui Roudani, on commence par vous. Je cite un passage de cette déclaration. Si la crise entre le Maroc et l'Espagne ne peut s'arrêter sans la comparution du dénommé Ghali, elle ne peut pas non plus se résoudre avec sa seule audition. Les attentes légitimes du Maroc se situent au-delà. Elle commence par une clarification sans ambiguïté par l'Espagne de ses choix, de ses décisions et de ses positions. Fin de citation. Que veut dire le ministère des Affaires étrangères par clarifier sans ambiguïté les choix, les décisions et les positions? Tout simplement, c'est les représentations de la géopolitique de la région et de la sous-région, notamment de la nord de la Méditerranée, c'est-à-dire les ambiances, les alliances et aussi les menaces. Aujourd'hui, il faut le dire avec courage et sans hésitation, qui gère l'Espagne aujourd'hui dans ses relations avec le Maroc, c'est une doctrine militaire. Une doctrine qui continue de regarder le Royaume du Maroc en tant qu'une extension maritime, une focalisation stratégique maritime allant de Séville jusqu'à l'Amérique latine. Et dans cette stratégie-là, donc, il y a la vision de Spikeman, donc, en essayant un petit peu d'accroître le croissant extérieur de l'Espagne, le Rimland, et le Heartland, vis-à-vis d'apporter une certaine déliquescence dans la perception du Royaume du Maroc dans ses relations extérieures avec l'Union européenne, parce que quand même il faut regarder les débouchés de cette crise, que l'Espagne a essayé un petit peu de jouer contre le Maroc en essayant d'envenimer les relations bilatérales et multilatérales du Royaume dans l'espace européen. Donc, et de fait, cette doctrine militaire continue maintenant depuis longtemps.
je pense aujourd'hui, il faut essayer de voir les adjuvants de cette représentation géopolitique. Les adjuvants, il y a l'histoire. Depuis l'invasion néo-polonienne en 1808 jusqu'à 1880, et aussi la période franquiste de 1937 à 1975, la dictature franquiste, l'Espagne a cherché à essayer de redorer son blason dans la diplomatie internationale. Et il a échoué. D'ailleurs, lorsqu'on voit, par exemple, la situation de Zapatero, par exemple, en Venezuela, le problème de Sanchez récemment, lorsqu'il a fait un voyage officiel dans plusieurs pays d'Afrique, il a essayé un petit peu de rétablir certaines constantes de la géopolitique de l'Espagne, qu'il faut dire écartelée aujourd'hui. Mais il n'a pas réussi, parce que, tout simplement, il sait très bien aujourd'hui, et dans la stratégie, et dans les stratèges, les gens, les penseurs stratégiques de l'Espagne, ils savent pertinemment aujourd'hui que le Maroc, il a pris beaucoup de poids, il a commencé à jouer des relations, il devient un paramètre, un pivot géopolitique dans des relations sud-sud et dans des relations nord-sud. Donc, et de fait, aujourd'hui, l'Espagne regarde avec une certaine méfiance et défiance ce repositionnement stratégique et géopolitique du Maroc dans l'est de la Méditerranée. Le Maroc est un pays très important parce que quand vous parlez de l'est de la Méditerranée, vous parlez d'un espace géopolitique, c'est important pour l'Espagne, comme le détroit de Mednab, comme le détroit de Malacca, comme le détroit de Gibraltar. Et de fait, aujourd'hui, cette conception stratégique, il est espagnol, et il s'est retrouvé dans un dépassement, et il est en train de se redresser, mais en contrepartie au détriment des intérêts stratégiques du Royaume du Maroc. Donc. Et de fait, je pense aujourd'hui, il faut le dire, que l'Espagne est appelée à regarder le Maroc égal à égal, avec d'autres lunettes. C'est-à-dire, le Maroc, c'était cette formule qui a marqué. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Donc, si vous voulez voir votre géopolitique et vos positions et vos choix et vos décisions, comme dit la déclaration, il faut voir le Maroc pour ce qu'il est devenu. Tout à fait. Il a évolué. Très bien. Donc, on reste sur cette question de confiance Zakaria Abou-Dahab. Un autre passage de la déclaration. Donc, je cite, cette affaire a dévoilé les attitudes hostiles et les stratégies nuisibles de l'Espagne à l'égard de la question du Sahara marocain. Alors, c'est quoi ces attitudes hostiles et ces stratégies nuisibles? Est-ce qu'elles ont trait à la nouvelle position américaine concernant le Sahara marocain, à l'Algérie, au nouveau positionnement géostratégique marocain par rapport aux autres puissances? C'est quoi ces attitudes hostiles et ces stratégies nuisibles? Alors, pour aller dans ce sens-là, essayons d'avoir la mémoire un peu longue. Au moins, il faut remonter à 2009-2010 avec les événements de Gdemizik, à travers lesquels, hélas, certains organes de presse, des mass-médias espagnols, ont fait beaucoup d'intox en réalité et ont montré, par exemple, des photos ou d'images d'enfants palestiniens qui ont péri à la suite de l'offensive israélienne. On s'en souvient. À Gaza, contre Gaza, c'était en décembre 2008, janvier 2009. Et à l'époque, on s'était posé la question, mais est-ce que réellement l'Espagne, quand je dis l'Espagne, c'est l'État espagnol, l'Espagne profonde, et encore dans ce topo-là, qui est en fait, en réalité, trahit une démarche néocolonialiste, etc. Donc, quand on voit aujourd'hui cette affaire de Brahim Rali et que le ministère adopte, disons, ce raisonnement, en fait, justement, il veut citer un certain nombre d'événements à travers lesquels l'Espagne avait montré une certaine hostilité à l'égard du Maroc, qui est nourrie, encore une fois, qui est la pente de discorde la plus importante, c'est l'affaire du Sahara marocain. Conjuguée, encore une fois, au statut des deux villes marocaines occupées, les îles avoisinantes, mais aussi une problématique de la délimitation maritime. On le sait, les îles Canaries, parce que l'Espagne, qu'est-ce qu'elle revendique? Le statut de ce qu'on appelle les îles archipélagiques. Ça veut dire capacité pour des îles d'avoir une zone économique exclusive qui va tout simplement empiéter sur la nôtre. Le Maroc a ratifié la Convention de Montego Bay en 2007. Il devait déposer ses instruments de délimitation 10 ans plus tard. Il y a eu aux Canaries. Voilà. Et d'après certains spécialistes, vous voyez, il y a des ondes de l'histoire qui sont propagées. Et géographiquement parlant, il y a des dynamiques territoriales. C'est Charqaoui a cité Speakman, etc., ainsi que d'autres qui ont parlé de ce pouvoir maritime qui a été développé par l'Espagne, il faut le dire, hein, c'est une puissance maritime avec le Portugal. Mais je crois cette question-là de déclencheur, c'est la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara,
Ipso facto, la ministre espagnole des Affaires étrangères, de la coopération de l'Union européenne avait quand même tenu des propos qui vont à contre-courant de cette dynamique. Ça rappelle un peu la position allemande, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Alors, notre diplomatie devenant offensive, surtout à partir de 2017, parce qu'on avait exploré toutes les voies de conciliation, de main tendue, etc., ça n'a pas donné grand-chose, avec l'ouverture de pas mal de consulats dans des villes marocaines comme Dakhla surtout. Et je crois que le Maroc aujourd'hui, à partir de son bargaining power, yani pouvoir de marchandage et de négociation, avait considéré qu'il est aujourd'hui nécessaire de modifier un peu le logiciel du point de vue géopolitique et la manière d'approcher la chose. Excusez-moi, je vous interromps une seconde, puisqu'on parle du chapitre confiance. On peut dire qu'il y a eu une sorte de confiance là-dedans, parce qu'il y a eu un discours mémorable du roi Mohamed VI en 2016, en avril 2016, où il prévenait quelque part de ça. C'est-à-dire, on garde nos anciens partenariats, mais on s'ouvre un peu plus, ce qui veut dire que, bon, vous nous suivez, on sera obligé de regarder ailleurs. Moi, je crois que le Maroc sait très bien ses atouts, il les connaît très très bien, sur beaucoup de points. Vous savez, le Maroc, c'est le roi Hassan II qui avait illustré comme étant un arbre qui est enraciné en Afrique, mais qui respire grâce à son feuillage et qui a des relations culturelles, tout ce qu'on veut. Géopolitiquement, c'est un partenaire crédible et sûr. Donc, ce qui fait, quand il tape sur la table très fort et clame haut et fort, justement, le bien fondé de son approche, il sait très bien qu'il s'agit là d'une stratégie, encore une fois, qui va agir sur un échiquier régional qui se modifie à la suite de beaucoup de forces conjuguées, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Alors, une autre question que je voulais vous poser pour revenir à la décision du roi Mohamed VI adressée au ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, où il leur réitère les instructions pour régler définitivement l'affaire des mineurs marocains non accompagnés en Europe. Alors, les Espagnols et les Européens sont en train d'essayer d'élargir le problème. Or, le Maroc a respecté ses engagements quelque part, parce que les migrants qui sont retrouvés à Ceuta ont été reçus par le Maroc par la suite. Il reste la question des mineurs marocains pour lesquels le roi Mohamed VI a donné des instructions claires. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste à dire sur la question des mineurs? Est-ce qu'on peut considérer que, question confiance, le Maroc a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire respect de ses engagements, Charaoui, Roudani? Écoutez, le Maroc, il avait toujours des engagements clairs et sempiternels avec l'Union européenne. Depuis avant même la signature du statut avancé, nous avions des relations bilatérales que le Royaume a respectées. Tout le monde le sait très très bien. La question de l'immigration clandestine, le Maroc, il a joué un rôle de premier plan dans la défense même, il faut le dire aussi avec courage, des intérêts de l'Occident. Le Maroc, en allant financer, en étant le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, le Maroc, il a joué un rôle très important depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine. Sa Majesté a le statut de leadership sur la question de l'immigration. Le Maroc abrite aujourd'hui l'Observatoire africain sur la question de l'immigration. Et le Maroc, a eu le courage d'abriter la COP22 et même une réunion extraordinaire sur la question du travail sur les mécanismes de rapprochement entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le Maroc, il a joué un rôle primordial dans les négociations post-accord Cotonou 2000. Le Maroc, et nous avons dans la mémoire le discours de Sa Majesté dans le sommet de l'Union africaine, l'Union européenne à Abidjan. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons assumé nos responsabilités. L'autre n'a pas pu assumer sa responsabilité. L'autre, malheureusement, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte, c'est que l'Espagne, même certains pays européens, n'arrivent pas de surpasser, n'arrivent pas de dépasser, n'arrivent pas de regarder aujourd'hui que le Sud pourrait être un partenaire, pourrait jouer un rôle complémentaire dans le développement d'un ordre régional et sous-régional qui est capable d'assumer les responsabilités, qui est capable de répondre à certains besoins stratégiques des deux rives, la rive de la Méditerranée, les pays de la rive nord et les pays de la rive sud. Aujourd'hui, Washington, tout le monde le sait, depuis le déclenchement de cet partenariat stratégique et la signature de roadmap entre le feuille de route entre Washington et Rabat sur des questions militaires, le projet de l'industrialisation militaire, la délimitation frontière dans les provinces du Sud, la conception stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans ce qu'on appelle l'économie politique et l'économie maritime. Donc là, ça fait peur aux Espagnols. Et certains même
Donc, pays finalement, européens. Cette question migratoire n'est Voilà. qu'un prétexte. Quoi. C'est un prétexte, moi je le dis et je le pense profondément. Sur la question de la migration, Sa Majesté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sorte de... Voilà, vous parlez de la migration, vos médias sont en train de nous taper sur la question et nous poussent à la confrontation. Cette question de migration, on va faire une opération de désherbage et on finit avec. Maintenant, on va regarder les Tout choses. en rappelant que s'il y a eu un retard, c'est parce qu'il y a eu parce des que le problème considérations est chez vous. procédurales, des Parce que chicaneries, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, bien sûr. Il y a les procédures en France, en Espagne, en Allemagne, et sont très, très, très lentes. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'il faut dire, il y a une vacuité de vision stratégique chez les Espagnols, chez l'élite espagnole. Aujourd'hui, il y a une dynamique, comme nous avons rappelé, géopolitique, géostratégique. Il y a des moyens militaires qui sont en train de se mettre en place. Le royaume du Maroc, pendant une année, donc, il a mis en place une politique de vaccination, ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique du vaccin. L'Espagne, c'est seule. Il faut le savoir aussi que l'Espagne, post-Covid-19, il ne sera pas européen qu'avant. D'accord. Et il y avait des manœuvres militaires très puissantes avec Washington. Lightning Handshake 2021, Atlas Handshake, les manœuvres de Africa Line. Il y a une relation bilatérale si puissante avec plusieurs pays africains et une relation multilatérale qui est en train de se consolider avec les engagements de Sa Majesté avec le continent africain, surtout cette situation de post-Covid-19 et aussi le Maroc, après le retour institutionnel de l'Union africaine, c'est devenu un paramètre incontournable dans la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, on joue un rôle très, très important. Dans la migration aussi. Oui, et dans la migration. Aussi bien au niveau africain mais on le gère mieux que les Européens. On le gère mieux que les Européens parce que nous, on finance. Qu'est-ce qu'ils donnent, l'Européen? Ça coûte combien maintenant, Mbappé? Ou bien que la route occidentale, comme on l'appelle, il faut qu'on discute d'une chose très importante. Parce que les Européens, maintenant, ils parlent, écoutez, nous avons des accords l'accord de pêche maritime, machin. Vous nous donnez combien? 55 millions de dollars. Aujourd'hui, le joueur Hakimi de Inter Milan, le joueur marocain, coûte 80 millions d'euros. Vous nous donnez 55 millions d'euros. Mbappé, un joueur français de 23 ans, et sa valeur dans l'action, dans la bourse du football, dépasse 200 millions d'euros. Donc, c'est quoi ça? Donc, il faut regarder avec d'autres lunettes. Vous avez le chiffre de la Turquie? Combien ça donnait à la Turquie? Voilà, une nouvelle lunette, les relations entre le Maroc et l'Europe, et notamment le Maroc et l'Espagne. Et qu'ils doivent changer leurs lunettes, d'accord? Parce que le Maroc paye trop cher cette relation bilatérale avec l'Union européenne et aussi avec l'Espagne. Très bien. Alors, de la confiance, on passait à la cohérence. Vous avez commencé à y répondre, Cherkaoui Roudani, sur cette question de migration. Zakaria Boudahab, on continue sur cette question de cohérence. Alors, le Maroc exige, je reprends la déclaration, et je commente moi-même, est en droit aussi d'exiger une réciprocité avec l'Espagne, lui qui a toujours ignoré les volontés indépendantistes catalanes. Est-ce qu'il ne peut pas exiger la même chose de l'Union européenne, qui a clairement signifié donc son refus de l'indépendance catalane, mais qui continue, l'Union européenne, de jouer le chaud et le froid? On se rappelle les accords de pêche agricole à jouer le chaud et le froid. Est-ce que le Maroc n'est pas en droit de demander de la cohérence de la part de son voisin immédiat et plus largement de l'Union européenne sur la question du Sahara marocain, l'intégrité territoriale? Si seulement cela tombe dans des oreilles qui écoutent, ça d'une part, parce que même le champ politique espagnol est un peu tétanisé, divisé. On a suivi un peu les débats au sein du Parlement européen. Vous savez, de part et d'autre, il y a des gens de la droite qui tentent, et même de l'extrême droite, qui tentent de profiter de cette conjoncture un peu maussade pour justement gagner des points sur le plan électoral, pour déstabiliser le gouvernement. Mais il y a également des voix qui sont sages au sein de l'Espagne. Il ne faut pas l'oublier, hein, l'Espagne, c'est un État dit autonomique avec plusieurs régions, l'Andalousie et ainsi de suite. C'est un beau pays, il faut le dire, expérimenté sur le plan touristique, agricole, tout ce qu'on veut. C'est un partenaire essentiel, le premier. Une grande puissance historique aussi, une grande puissance maritime. D'une part. Donc il y a une certaine rhétorique, une certaine discussion, mais je crois que la décision de Sa Majesté était tellement sage parce qu'elle a tiré le tapis sous les pieds du gouvernement espagnol et c'est un désamorçage et qui montre que le Maroc ne va pas abandonner ses enfants. Ça, c'est très important. Il y a un certain affect. Et on le rappelle, le Maroc, vous savez, c'est l'un des rares pays à avoir déjà... Excusez-moi encore une fois, je vous interromps, ça vous tombe toujours dessus, les interruptions. Il n'y a pas de souci. Le roi Mohamed VI, quand il a donné ses instructions aux deux ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, il a bien dit
le communiqué dit « Sa Majesté a réitéré », ce qui veut dire que ça a été déjà fait et que si ce n'a pas été réalisé par les Européens, c'est pour des questions de procédure dont on parlait il y a un instant. Donc ce n'est pas une réaction, c'est simplement un rappel d'une politique qui était déjà lancée. Bien sûr. Il rappelle que le Maroc, on ne va pas tout simplement, entre guillemets, le juger uniquement parce qu'il y a eu quelque part un certain relâchement. C'est vrai que les images ont été amplifiées de mineurs non accompagnés et avec aussi des immigrants ou des immigrés subsahariens. C'est vrai que c'était un peu chaotique à un moment donné, mais qui rappelle aussi que le Maroc est là et qu'il joue un rôle tampon, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc a engagé des politiques de normalisation depuis 2013, on le sait, et qui a été très original sur le plan africain, sur le plan même mondial, compte tenu du peu de moyens dont on dispose, parce qu'il faut dire que ça crée aussi des problématiques sociétales, etc. Bien, maintenant, vous avez des questions en rapport avec la question de la kafala. Il y a quelques années, parce qu'il y a des familles espagnoles qui voulaient adopter des enfants quelque part. Et je me souviens, M. Ramid, à l'époque, qui était ministre de la Justice, avait adopté une décision pour interdire justement la kafala et cette reconnaissance à des familles espagnoles qui sont venues au Maroc pour demander la révision de cette décision, comme quoi il y a risque de christianisation, etc. La question des mineurs est extrêmement sensible en Europe et en Espagne, d'accord, au-delà de la question migratoire en tant que telle, mais il y a une dimension humaine qui est là, une dimension psychologique, etc., etc. Donc je crois que nous sommes sur la bonne voie maintenant de se rattraper peut-être sur des points et gommer cette image que le Maroc abandonne ses enfants de la manière avec laquelle on l'a vu, où certains ont voulu nous faire croire parce que cela avait eu un impact extrêmement négatif. Il faut le souligner. Mais il y a eu manipulation des images quand même, parce qu'on n'a parlé que des mineurs marocains, mais il y avait beaucoup de subsahariens qui étaient aussi du voyage, donc vers Ceuta, qui n'ont pas été montrés par les télés européennes. Et, il y a eu d'autres images où on a focalisé sur certaines choses qui s'étaient passées, mais pas sur les jeunes qui étaient mineurs, qui étaient rejetés à la mer. Ils ont surfé sur la vague, ils ont monté sur la vague, tout simplement. Voilà. C'est une guerre d'information, une guerre sur les nerfs. Et l'Espagne était dans un engrenage, était dans une mauvaise posture, avec l'affaire de Rally, entrée sous une fausse identité. Alors tout simplement, on a cherché l'amalgame. Le Maroc, je crois, a compris par la suite qu'il fallait dissocier en deux choses essentielles. D'une part, la question justement de la complicité avérée des autorités espagnoles et des autorités algériennes. Ça, c'est clair. C'est une responsabilité partagée. Et entre la question migratoire qu'on pourrait évidemment examiner, je crois que la Commission européenne a salué les efforts récents du Maroc en ce qui concerne cette question. D'une manière claire et explicite. La France officiellement. Donc nous sommes en train de rééquilibrer. Crédible. Voilà. Ils l'ont dit clairement. Ce que je voulais dire. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, écoutez, moi je pense que, il y a un proverbe espagnol qui dit que la vida sin amor et la muerte es mojar. Traduction, je ne suis pas hispanophone. La vie sans amour, la mort est mieux. Il faut mourir. Et que lorsqu'il y a donc une relation où il y a de l'amour, ça ne vient pas d'une seule partie. D'ailleurs, dans l'astrologie, entre le lion et le taureau, il y a une certaine complicité. Chacun cherche le confort et le luxe. C'est le cas entre le Maroc et l'Espagnol. Mais pour que le lion et le taureau arrivent de continuer dans la vie, il faut que le taureau arrive de dépasser son égocentrisme. Et de là, c'est un message pour l'Espagne. L'Espagne doit regarder ce mariage relationnel, cette relation sempiternelle entre les deux monarchies avec une autre vision objective. Voilà, le lion c'est le Maroc, le taureau c'est l'Espagne. Alors il faut qu'il abandonne son égocentrisme et il faut aussi qu'il arrête de foncer tête baissée. Voilà, sans sinon, c'est en restant dans la conflictualité, dans l'antagonisme, c'est le divorce. Et on n'espère pas ça. On n'espère pas. Alors, on va arriver à cette dernière partie, donc ce troisième mot qui est la solidarité. Donc toujours dans la déclaration. D'ailleurs, pour la déclaration, une petite remarque, c'est que la déclaration a été faite. Il y a eu une réponse du Premier ministre Pedro Sanchez qui martelait la migration, et puis une autre déclaration. Il y a un autre communiqué du ministère des Affaires étrangères de M. Lassana Boleta qui disait que bon, peut-être qu'il n'a pas lu la bonne déclaration parce qu'on ne parlait pas de migration, sauf pour dire attention. Alors, on en arrive au dernier chapitre qui est donc sur la solidarité. Et le Maroc qui rappelle dans sa déclaration les différents actes de solidarité
solidarité qu'il y a eu envers l'Espagne. Oui. Alors il est remonté jusqu'en 2002 quand il y a eu le fameux naufrage du Prestige. 2002, après la crise de l'îlot Perejil, de l'agression espagnole. Le séparatisme catalan. Le roi Mohamed VI avait décidé à ce moment-là de laisser les pêcheurs galiciens, c'était 80 bateaux je pense, venir pêcher pour les soutenir. Acte de solidarité. Oui. Le deuxième, c'est la coopération contre l'immigration clandestine. La troisième, c'est l'indépendantisme catalan. Le quatrième, c'est le terrorisme. Oui. Et pourtant, l'Espagne dit qu'elle est le plus grand défenseur du Maroc auprès de l'Union européenne, sachant qu'à l'Union européenne, la semaine prochaine, il y aura un vote du Parlement européen. Est-ce que l'Espagne est véritablement le défenseur du Maroc ou alors elle devra être jugée sur ça la semaine prochaine? Écoutez, dans les relations entre les deux pays, il n'y a pas un ennemi éternel et bien un ami éternel. Il y a des intérêts communs. Permanents. Donc permanents. Ça, c'est la logique. Donc je pense que l'Espagne sait très très bien que aujourd'hui, dans sa manière de relire sa géopolitique, Rimland, l'extension du porteur extérieur, ça passe par le Royaume du Maroc pour aller à l'Afrique. Ils savent pertinemment aujourd'hui que le Maroc, c'est un partenaire viable, crédible, un partenaire qui est très très important sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Le Maroc, il a pu déjouer plusieurs attentats dans plusieurs villes espagnoles. Le Maroc, il a pu déjouer. Il y a plusieurs opérations communes d'ailleurs qui ont été menées. Dans la question de l'immigration clandestine, le Maroc, il devient aujourd'hui un pays où il n'est plus un pays de traversée, c'est-à-dire les gens. Donc maintenant, on a à peu près 50 000, les chiffres, je pense, officiels, 50 000 subsahariens qui sont installés au Maroc. Donc l'Espagne, il a régulièrement régularisé. L'Espagne, c'est le premier fournisseur du Maroc, c'est le troisième investisseur dans le royaume. Mais aussi, le Maroc joue un rôle très important dans plusieurs espaces géopolitiques, dans l'Espagne, en train de faire un redéploiement stratégique, diplomatique. Je parle de l'Amérique latine, donc je parle du Cuba, je parle de plusieurs pays comme, par exemple, l'Argentine, le Brésil. Donc, il y a une stratégie espagnole, mais ils savent pertinemment que le Royaume pourrait être un partenaire crédible, stratégique, et je ne pense pas qu'ils vont continuer. C'est pourquoi aussi il y a certains discours politiques officiels de la part de certains responsables ou bien anciens chefs de gouvernement comme Zapatero, comme Macalar, comme Javier Solana, comme d'autres personnalités qui mis le curseur sur les efforts et le redimensionnement de cette relation parce que le Maroc, c'est un partenaire stratégique pour l'Espagne. Et il faut le dire aussi que le Maroc, il a toujours joué un rôle clé de pivot dans l'équilibre sécuritaire, dans l'équilibre géopolitique de l'Espagne, dans la Méditerranée, dans l'est de la Méditerranée, dans le nord de la Méditerranée et en Afrique aussi. Donc, et de fait, je pense que l'Espagne va promouvoir une autre vision, mais il faut qu'on arrive de décortiquer, qu'on arrive de remettre les choses. Voilà. Les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure, parce que c'est très important de clarifier cette situation sur la dynamique géopolitique que connaissent les provinces du sud du Maroc et que l'Espagne, vraiment, il est dans l'obligation de faire une relecture et de rétablir et de restaurer une autre vision qui va avec la logique de la dynamique géopolitique que connaît le Maroc, que connaît la région et la sous-région. Surtout notamment, et vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une montée fulgurante des attaques terroristes dans la bande sahelo-saharienne, l'instabilité politique qui règne dans la région, la sous-région. Aujourd'hui, la région de l'Epta-Gourma devient le fief des groupes djihadistes, et voilà. Et ça passe aujourd'hui, le Maroc, c'est le dernier rempart. Et les Européens, je pense, comme il a dit M. Zakaria, les sages européens savent pertinemment que le Maroc peut jouer, est capable de jouer ce rôle-là comme un pays déterminant dans la sécurité européenne. Je vais vous demander à chacun de faire une conclusion sur cette émission très riche en informations. Je trouve personnellement très très riche en informations. Est-ce que vous pouvez conclure en 1 minute et demie, 2 minutes? Et vous aussi, Zakaria Abou-Delhab. Écoutez, moi je pense aujourd'hui, à la lumière de ce qui est passé à la une, de ces développements qu'on connaît et qui est en train de connaître les relations politiques entre le Maroc et l'Espagne, je pense que l'Espagne doit dépasser certaines perceptions et certaines doctrines militaires
et je sais bien que les doctrines de Francesco de Aldana continuent d'avoir une mainmise sur la logique politique de ce qu'on appelle les cètres des mers, c'est-à-dire avoir une vision, une focalisation océanique au détriment des intérêts suprêmes du Royaume du Maroc. Et aussi, l'Espagne, on le sait très bien, il a 3 dogmes nationaux. Il a l'envie d'avoir une maîtrise sur le détroit de Gibraltar, au détriment du Royaume du Maroc. Il a la focalisation de fédéralisme et une entente avec le Portugal, et aussi une relation étroite avec l'Amérique latine. Moi, je pense que le premier partenaire et le premier qui est capable vraiment de donner un fort élan à cette dynamique politique, on le sait bien très bien, il y a une certaine panorama, une hétérogénéité. Il y a les Celtes, les Puniques, les Ibéris, et aussi les Tatyriciens. L'Espagne, c'est un mosaïque. Donc, cette thalassocratie espagnole de Francisco de Aldana doit être aujourd'hui dépassée, doit être aujourd'hui anéantie. Regardez le Maroc avec une nouvelle lunette, d'autres lunettes, d'un partenaire crédible, d'un partenaire stratégique. La main dans la main, on peut construire. On peut faire cette relation qu'on parle dans l'astrologie. Dépasser leur ancien prisme et considérer ce que le Maroc est devenu qui a changé. Tout à fait. Merci, Chelkaoui Roudani. À vous, Zakaria Bouddahab. Poignée de secondes, 1 minute. Je dirais, premièrement, il faut que l'Espagne, effectivement, change son discours à l'égard du Maroc, que nous ne sommes pas un pays mineur ou sous-développé, les temps ont changé, que nous sommes dans un changement de paradigme, ça d'une part. D'autre part, il faut que nous-mêmes puissions également fournir plus d'efforts en termes de communication pour atteindre non pas uniquement les sphères officielles, mais aussi les souches et les couches les plus profondes de la société espagnole. Cela peut passer par le développement d'études hispaniques, hispanophones, etc. Nous avons un institut sur les études hispano-lusophones, par exemple, qui pouvaient également être consultés sur des questions de ce genre-là. Mais je crois, imaginons si, par exemple, le Maroc, c'est un peu de la prospective heureuse sur le plan géopolitique, oui, organiser les mondiales 2030 avec l'Espagne ou avec le Portugal, cette liaison fixe qui pourrait drainer énormément de dividendes stratégiques sur les deux pays. Nous sommes condamnés à coopérer, à collaborer ensemble. Et je crois que ce genre de crise permet de revenir à nous-mêmes pour nous interroger profondément qui nous sommes. Et c'est aussi bien pour nous, Marocains, quel que soit notre statut, pour finalement dire que nous sommes dans un monde qui est extrêmement enchevêtré, très interdépendant, et qu'en fin de compte, il faut que la voie de la sagesse gagne et finalement dépasse ces conjonctures qui sont difficiles, parce qu'au-delà, nous sommes des humains et que nous avons beaucoup à coopérer ensemble. On termine sur ces paroles pleines d'optimisme. En plus de la contrainte géographique, il y a le poids historique de l'histoire et de la culture et du rapprochement entre les deux peuples. Merci à vous, Chelkaoui Roudani, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Zakaria Bouddahab, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.